Non mais qui es-tu réellement, Iguruma? Qui es-tu réellement? Parce que proposer une extension du territoire alors que tu viens à peine d'obtenir tes pouvoirs, c'est de la dinguerie. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot en comble. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Avant qu'on revienne les gars au combat d'Iguruma et Itadori, attendez un petit peu parce qu'il faut qu'on commence par le début avec le personnage d'Iguruma qui vient d'être introduit. Et on va un petit peu comprendre le personnage, on va savoir qu'il est avocat, on va savoir qu'il a suivi une affaire auquel c'est totalement parti en steak. Et c'est pour ça que la toute première image les gars, et c'est pour ça que je kiffe, et c'est un de mes points forts pour moi de Jujutsu Kaisen, c'est qu'il te met des choses qui auront de l'importance plus tard, et ça c'est un des points forts de ce manga. Et on commence directement l'épisode avec cette image là où littéralement on nous explique que 99,9%, wesh, faut se rendre compte du pourcentage quand même, c'est littéralement 100% des japonais qui sont accusés sont jugés coupables. Donc là on nous fait clairement comprendre qu'il y a un petit problème dans la justice japonaise. Comment c'est possible que 99,9% des japonais accusés soient jugés coupables? Et c'est comme ça qu'on nous introduit le personnage d'Iguruma, que lui est avocat, mais malheureusement il va perdre une affaire que pour lui c'était une affaire gagnée d'avance. Maintenant je veux vous parler de l'affaire auquel je vous ai parlé il y a quelques instants, auquel on va se concentrer parce que je trouve que c'est une affaire qui est très intéressante. Car on va suivre une affaire très intéressante qui débute en mars 2016 dans la région de Moriaka. Car une mère et sa fille vont être retrouvées mortes dans leur appartement, poignardées par une personne qu'on ne connaît pas. La toute première personne qui sera soupçonnée de son meurtre, la toute première personne qui sera soupçonnée de ce meurtre sera leur voisin qui se nomme Ue, qui est un jeune homme qui se fera arrêter par la police. Mais le petit Ue proclamera son innocence. Mais le problème de Ue, c'est qu'il a tout pour être accusé. Franchement, il a tout pour être accusé. Il s'enfuit quand il y a la police. On retrouve un couteau ensanglanté chez lui, avec le sang et l'ADN des personnes qui ont été tuées. Franchement, c'est la cible parfaite pour qu'il soit le coupable. Et ce que la justice va y mettre comme hypothèse, c'est que Ue a sûrement voulu faire un cambriolage, mais il s'est foiré et qu'il a décidé de tuer la mère et la fille de l'appartement. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il y a un gros point dans cette histoire, parce qu'on n'est pas sûr à 100% que Ue soit véritablement coupable. On commence avec le fait que Ue va nous expliquer le pourquoi du comment il s'est enfui quand il a vu la police. Il va clairement nous dire que c'est parce que il avait déjà des problèmes avec la police à cause d'un ami à lui qui se droguait. Et le couteau, rappelez-vous, le couteau qui a été utilisé pour poignarder la mère et la fille, qu'il a retrouvé, c'est un couteau qu'il a trouvé et qui comptait donner à la police comme quoi il a trouvé l'arme du crime. Et Ue, ce qu'on va apprendre de lui, il a clairement pas la personnalité de quelqu'un de malveillant. En tout cas, de ce que l'on voit, il a clairement pas la personnalité d'une personne qui pourrait être méchant, qui pourrait vouloir faire du mal à quelqu'un. Parce que littéralement, on le voit même dans ses déclarations, il va lui dire que une des choses qui lui a poussé à s'enfuir quand il avait la police, c'est qu'il a un chat chez lui et que son locataire lui empêche d'avoir des animaux chez lui, et que si son chat rentre en prison, il risque de mourir de faim. Et surtout, c'est une personne qui travaille dans une organisation à but non lucratif, donc il ne gagne pas d'argent, qui permet aux SDF âgés d'avoir un refuge. Pour vous dire carrément, Ue devait verser 50 000 yens chaque mois pour son loyer, alors qu'il était payé en produits d'alimentation. Ça prouve à quel point le frérot, déjà, il est sérieux de fou, parce que c'est clairement sur la base du volontariat, donc il est clairement pas obligé. Et en plus de ça, il doit payer un loyer avec de l'argent qui, je sais même pas comment en fait il fait en fait. Donc déjà juste avec ça, ça prouve à quel point Ue a clairement un gros cœur. Et même pour Iguruma, Ue est très probablement innocent. C'est pour vous dire que même lui en fait, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un problème. Et le truc que j'ai kiffe de fou les gars avec Iguruma, c'est qu'il a clairement la même personnalité d'un personnage de comics Marvel que vous connaissez tous. C'est obligé. Ce personnage, c'est Daredevil. Clairement, Iguruma pour moi, c'est clairement Matt Murdock. Il a clairement la même personnalité que Matt Murdock, dans le sens où Matt Murdock, pour ceux qui ne savent pas, c'est un avocat dans l'univers Marvel, que lui, il va clairement prendre que les dossiers les plus
difficile à résoudre. Même s'il ne gagne pas un rond, il s'en fout. Lui, il est là pour le peuple, que pour le peuple. Et c'est ça que j'ai kiffé avec le personnage d'Iguruma. Parce que je sais pas si c'est une référence ou non, mais Iguruma a clairement la même personnalité que Matt Murdock. Et pendant ce temps-là, lui, Iguruma va tout tenter pour l'innocenter. Jusqu'à, il va réussir à l'innocenter au premier procès, mais c'est à partir de là que tout va partir en steak. Parce qu'avec le premier procès, il va avoir une vague de personnes qui vont être indignées. On va parler d'avocats corrompus, de justice corrompue. Et je pense qu'en vrai, c'est à cause de ça qu'il va être condamné coupable plus tard. Je pense que le public a mis une trop grosse pression au juge, ce qui a fait que le juge a décidé de condamner Uwe à la prison à vie. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est de la dinguerie. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'accusation ne présente même pas de nouvelles preuves. Pire, elle affirme que rien n'accuse les personnes qui ont disparu. Et c'est là que tu vois que la justice japonaise n'est clairement pas égalitaire. Parce que là où Iguruma, lui, doit trouver ses fonds par lui-même pour pouvoir innocenter Inoue, eux, l'accusation vient en force et est financée par les impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que le juge va accepter cette décision. Mais c'est de la folie complète. Mais le pire dans tout ça, en fait, c'est de voir le regard de Uwe envers Iguruma. Et Uwe, je suis totalement d'accord avec Iguruma. Pourquoi tu le regardes lui alors qu'il n'y peut rien, en fait? Clairement, Iguruma a tout tenté et il n'y peut rien. Et la scène qui va suivre après, avec Iguruma qui va invoquer un familier, est juste magnifique. Et on va enfin reprendre là où on s'est stoppé il y a 2 semaines maintenant, avec le cliffhanger final entre Rémi et Amae. On ne savait pas du tout qui montait entre les deux. On avait des petites idées par-ci par-là. Pour qu'au final, on comprend que la véritable personne qui a menti, c'était Rémi. Auquel elle a ramené Fushiguro vers une personne qui s'appelle Lazy. Mais ça, c'est pas trop expliqué durant l'épisode. Je pense que ça sera un truc qui sera un petit peu abordé par rapport dans le prochain épisode. Donc on va pas totalement s'attarder là-dessus. Parce qu'en vrai, les deux étaient chelous. On savait pas qui est réellement menté ou pas. Juste on sentait que Rémi était chelou, mais Amae aussi est chelou. Et c'est pas parce que Rémi a trahi Fushiguro que Amae n'a pas trahi Itadori. Parce que oui, on peut le voir pour Fushiguro, littéralement ça le fait chier. Juste son expression faciale devant Rémi, il lui fait clairement comprendre que tu casses les couilles. Clairement, il lui dit ferme ta gueule. Et on va sûrement du coup avoir un combat entre Lazy et Fushiguro. Bon, je pense que le combat il va durer 2 secondes. Je pense pas que c'est un combat qui va durer longtemps en vrai. Sinon, franchement, ça me ferait chier parce que je vois pas l'importance de ce combat là. Parce que là, clairement, le but de Fushiguro c'est de retrouver le plus vite possible Itadori pour qu'il le rejoigne à l'endroit où il y a Iguruma. Mais Amae est tout aussi étrange parce que quand il va dire à Itadori que Iguruma est dans cet endroit, il y a un moment où on va le voir parler dans sa tête et il va clairement dire que je dois lui dire pourquoi je fais ça, faut que j'arrête de faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui se cache derrière et que c'est pas le fait que de ramener Iguruma envers des personnes. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ça. Et il va y avoir une discussion entre Iguruma et Itadori qui va être très intéressante car dans cette discussion là, on va clairement comprendre qu'Iguruma n'est plus le même qu'avant. Là, on a l'impression qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il s'en fout de tout et qu'en plus, on va comprendre qu'Iguruma n'est clairement pas un ancien exorciste ressuscité, mais une personne qui vient d'obtenir ses nouveaux pouvoirs. Et là, regardez bien le regard d'Iguruma, parce qu'il veut tout dire, parce qu'Iguruma, lui, ne veut clairement pas arrêter la traque meurtrière. Parce que, comme il le dit, il voit du potentiel dans cette traque meurtrière. Et il va clairement y avoir une discussion entre Iguruma et Itadori sur les règles de la traque meurtrière. Et c'est ce que Iguruma aime dans les règles de la traque meurtrière. C'est que, à contrario par rapport aux règles de la justice japonaise, où là, si tu fais du mal, tu peux ne pas te faire punir. Là, dans les règles de la traque meurtrière, si tu ne suis pas les règles, tu te fais punir. Et c'est ça que aime Iguruma. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que la traque meurtrière se termine tout de suite. Sauf que Itadori va essayer de le convaincre en lui disant que le problème dans cette traque meurtrière, c'est que c'est un rituel et qu'à la fin, la traque meurtrière absorbera les pouvoirs de tout le monde et tuera tout le monde, ce que Iguruma ne le croit
pas du tout. Et franchement, ça peut se comprendre au vu des règles de la track meurtrière qui sont complètement difficiles à comprendre. Et c'est là que c'est en lien avec Kenjaku. Ok, on a la discussion entre Lazy et Fujiguro qu'on énumérera la semaine prochaine. Parce que je pense qu'on parlera pas de ça tout de suite. Parce que j'en ai l'impression, je suis convaincu que ça aura de l'importance de fou pour la suite de Jujutsu Kaisen. Donc je préfère ne pas en parler maintenant. Et là, on termine cet épisode avec Iguruma qui va se battre contre Itadori. Avec la scène que je vous ai montré en début de critique. Avec l'extension du territoire d'Iguruma qui est incroyable. Et la scène finale de l'épisode avec Kenjaku qui se rapproche vers un conseil. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Qui a l'air de l'accueillir. Donc franchement, c'est très bizarre et très intriguant. Donc bref les gars, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là pour la critique de JJK. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé, pas du tout aimé cet épisode. De me dire aussi ce que vous avez pensé de ces critiques. Voilà, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas sorti de critique tout court dans la chaîne. Là, je vais essayer d'être un peu plus actif. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce que je suis en train de faire. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.